Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de parler du travail de l'artiste Larry Bell. Larry Bell est un artiste américain qui est né en 1939. Il a étudié au Chouinard Art Institute et il est aussi passé par la CalArt, qui est à ce moment-là un vivier très important d'artistes sur la côte californienne. En même temps que sur la côte Est, on a aussi beaucoup d'artistes, des sculpteurs minimalistes, à New York par exemple, comme Carl André ou Donald Judd. Sur la côte Ouest, il se passe énormément de choses aussi. Il y a en l'occurrence deux mouvances à laquelle Larry Bell est affilié sans vraiment y être associé, mais qui recoupent beaucoup de ses centres d'intérêt. Il y a le Light and Space, qui prennent en compte l'espace, la lumière, et aussi le Finish Fetish, à l'instar de John McCracken qu'on trouve dans l'appartement par exemple. Tous ces artistes ont en commun un intérêt très profond pour la relation à l'espace, la relation à la lumière comme je disais, mais de manière plus générale par rapport aux questions de perception qui sont en prise avec leur pratique sculpturale. Larry Bell, il va avoir comme enseignant Robert Irwin, qui aura une grande influence pour lui dans sa pratique et tout au long de sa pratique d'ailleurs. Et il va commencer par la peinture, de manière assez traditionnelle à l'époque, en tout cas, peinture abstraite, géométrique, mais en prenant en compte aussi le châssis, donc le contour de sa peinture, en l'intégrant dans la composition. Donc c'est ce qu'on va appeler les shaped canvases. C'est ce que fait Sol Lewitt, par exemple, à la même période aussi. Et donc très rapidement intégrer une notion aussi de tableau-objet, donc de volume, dans un traitement de surface quand il est peintre. Il va aussi rapidement réfléchir à cette question du reflet et donc notamment intégrer des éléments de miroir au sein de la composition picturale. Donc on sent que très rapidement, il y a quelque chose qui se joue à la lisière entre surface et volume, et sculpture. Fort de cette première phase de peinture, il commence une série qui est très connue, qui est une série de sculptures de cubes, des cubes géométriques fermés, en verre, qui est le matériau qu'il choisit à ce moment-là comme un matériau de prédilection, qui l'intéresse pour ses propriétés plastiques, la transparence, l'opacité, la fragilité. Et il travaille aussi beaucoup le rapport au socle, ce qui est vraiment important pour un sculpteur à l'époque aussi, dans une modernité, notamment Brancusi, avec un renversement aussi de statues. Et sa recherche, elle va être vraiment très technique aussi, elle va être inspirée des technologies du moment. Et il va chercher à intervenir sur ces surfaces en les polissant, en les abrasant, en les sablant, mais des fois aussi en les rendant iridescentes ou miroitantes. Et dans cette recherche, qui prend en compte vraiment la lumière comme un acteur à part entière, il va se rendre compte que les endroits les plus intéressants, les seuils d'apparition et de disparition, ce sont vraiment les angles, les arêtes de ce cube. Et donc, au tournant des années 70, il décide de vraiment ne consacrer son temps que à ces angles. Donc, il va changer d'échelle de travail, il va agrandir les plaques de verre avec lesquelles il travaille. C'est un exemple que vous avez juste à côté de moi, par exemple, 1971. Il va changer d'échelle, il va les mettre quasiment à l'échelle humaine, donc 1 cm d'épaisseur, mais 1,70 m et 1,85 m de haut, par exemple, donc quelque chose qui est presque de l'ordre de la cloison de l'habitation. Mais de manière autoportante, ces plaques vont ne pas avoir de fonction particulière, elles vont articuler un peu la vision et la perception dans l'espace. Donc on n'est plus sur une forme fermée comme un cube, on est vraiment sur quelque chose de très ouvert autour duquel on peut tourner, dans lequel on peut presque s'approcher, rentrer. Et ça, c'est vraiment un paramètre nouveau qui va déplacer à nouveau de la sculpture vers l'installation. Pour travailler en plus grande dimension, Larry Bell va aussi inventer des innovations de traitement de surface. Il va vraiment travailler comme un ingénieur, il va créer des sortes d'habitacles dans lesquels il va faire le vide et pouvoir vaporiser de très fines particules de métal sur ces plaques de verre. Il va essayer en tout cas plusieurs types de métaux, l'aluminium, le chrome par exemple, la silice aussi. Et en ça, c'est très intéressant puisqu'on est presque sur un parallèle avec la photographie argentique, puisque le dépôt des sels d'argent sur la pellicule, il y a vraiment cette idée aussi d'apparition, d'une réaction chimique ou mécanique sur la question de l'apparition et de la perception des images. Donc ce travail qu'il conduit vraiment seul, dans son atelier, avec beaucoup de temps et une approche très méticuleuse de son travail, va pouvoir lui permettre de mettre au point le titre d'œuvre que vous avez à côté de moi. Celle-ci date de 1971, elle s'appelle Sans titre, et qui invite vraiment à un contact à cet élément sculptural, à une promenade autour, et qui va être un élément de fascination pour lui et pour
la prise en compte de la personne qui regarde, puisque le traitement non homogène sur la surface, sur toute la surface de la plaque et de ces différentes plaques, va permettre de faire changer de manière continue la perception que l'on a de son propre reflet, de l'espace environnant et des éléments eux-mêmes. Le fait qu'il soit autoportant comme ça, que les angles soient ouverts, c'est une manière qu'il a de traiter aussi la sculpture de manière anisotrope, c'est-à-dire qu'il va générer une succession, une multiplicité de points de vue qui est en permanence remise en jeu par la circulation, le mouvement du corps autour. Et c'est quelque chose qui le distingue aussi beaucoup des sculpteurs de son époque, puisque son intérêt pour la lumière ne s'arrête pas uniquement à une forme qui ne vaut que pour elle-même, comme on pourrait trouver dans certaines œuvres de ses contemporains. Mais là, il y a vraiment une prise en compte du mouvement et donc de la personne. En ça, il y a presque un rapport performatif. Si vous pensez à des productions comme celle de Dan Graham ou celle de Robert Morris, par exemple, qui est non loin en l'occurrence, il y a vraiment ça qui est en jeu aussi dans le rapport de force et le rapport à l'espace. Et en ça, on est vraiment sur une production qui se singularise beaucoup et qui va plutôt glisser dans le champ historique sur le post-minimalisme plutôt que sur le minimalisme.